J'ai été à 2 doigts de la prison. Si j'y vais, ce ne sera pas à cause de toi, alors ne le prends pas mal. Cliff Booth est un personnage qui plaît pratiquement à tout le monde. Pour les femmes, c'est l'incarnation du charisme masculin. Calme, sûr de lui et fort. Il réparera l'antenne, protégera et remettra chacun à sa place. Tu es un petit homme avec une grande gueule et beaucoup de prétentions. Pour les hommes, c'est l'ami idéal. On peut boire une bière et discuter d'un film. Oui, j'avais prévu. J'ai acheté de la bière et pensé à commander une pizza. En cas de problème, il tendra l'épaule en silence et réglera la situation. Rick. Excuse-moi, s'il te plaît, excuse-moi. Tiens, mets ça. Ne pleure pas devant les Mexicains, Rick, putain Dalton. N'oublie pas. Mais Quentin Tarantino ne serait pas lui-même si tout était aussi simple. Ses personnages en Twitch sont rarement de vrais gentils, et Booth ne fait pas exception. Dans le film, son passé est entouré de rumeurs et de non-dits. Ce type a tué sa femme. Allez mec, tu crois vraiment à toutes ces conneries? Et à la fin, il devient un véritable héros qui sauve tout le monde. Mais 2 ans après la sortie du film, Quentin Tarantino publie le roman « Il était une fois à Hollywood », où il lève le voile et montre ce qui était resté hors champ dans le film. Et avec ces nouveaux détails, il devient difficile de voir Cliff comme un personnage entièrement positif. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'envers du héros parfait et analyser le passé de Cliff Booth. Que s'est-il réellement passé avec sa femme? Quelle histoire sanglante est liée à sa chienne Brandy? Et quel problème social douloureux Tarantino cache-t-il derrière l'image de ce gars charmant et, à première vue, simple? Tu es un bon ami, Cliff. Je fais de mon mieux. La conversation à propos de Cliff Booth devrait sans doute commencer par son partenaire Rick Dalton. Rick Dalton, héros typique d'Hollywood, apparaît à l'écran dur, confiant et invincible. Mais dans la vie, c'est un faible qui se plaint toujours. Fallait pas picoler toute la nuit. Encore une fois, tu t'es saoulé, t'as descendu 8 cocktails au whisky. Le soir, il noie sa tristesse dans l'alcool. Le matin, il souffre de la gueule de bois sur le plateau. Il oublie son texte et il se plaint sans cesse que sa carrière part à la dérive. C'est fini, on y est. Ma chanson est terminée. Dans toute sa filmographie, Rick joue les durs à l'écran alors que le vrai héros se trouve à ses côtés et joue le rôle de garçon à tout faire. Rick, je suis ton chauffeur et ton homme à tout faire. Cliff Booth, quant à lui, est un véritable héros de guerre et possède réellement toute cette iti. C'est cette à évoluer toutes ses qualités. Mais il n'a ni piscine ni propriété luxueuse. Et il vit quelque part dans une caravane à la périphérie d'Hollywood. Et c'est là toute l'ironie. Hollywood exploite l'image des héros de guerre, alors qu'en réalité, les vrais héros ne sont utiles à personne. Le matin, l'un part sur le plateau pour jouer les durs, et l'autre va réparer une antenne de télévision. C'est de sa faute. Les gars comme Rick sont le visage d'Hollywood, tandis que ceux comme Cliff font tout le travail ingrat et routinier qui permet à tout ce système de fonctionner. Rick Dalton est un héros à l'écran, Cliff Booth est un héros dans la vraie vie, mais en réalité c'est quelqu'un dont beaucoup préfèrent s'éloigner. Et il y a certaines raisons à cela. Parlons-en donc. Le passé de Cliff Booth reste largement inconnu dans le film. On sait seulement qu'il a été héros de guerre. Mais c'est quand même un héros de guerre. Le livre donne bien plus de détails. C'est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, un spécialiste du combat rapproché et des combats au couteau, l'un des hommes les plus dangereux de son époque, qui a tué plus de Japonais à la guerre que n'importe quel autre soldat américain. Autrement dit, Cliff est un combattant né, dont les exploits héroïques sont indissociables de sa capacité à tuer de sang-froid. Ce n'est pas un hasard si le roman novélisation de Tarantino précise « Dans un monde de simulateurs, Cliff était à la fois un bon ami, une doublure et un vrai tueur ».
Le principal mystère, à peine esquissé dans le film, est la mort mystérieuse de sa femme, Billy. Le film montre cela par un bref flashback. Le temps aujourd'hui ne pourrait pas être plus pourri. Le temps est pourri, le yacht est pourri, et le type est complètement nul. La femme crie sur Cliff pendant leur sortie en bateau et lui tient un harpon chargé. Je suis restée ici pendant 4 heures, toute seule sur ce foutu bateau. On raconte que Cliff a tué sa femme intentionnellement, même si rien n'a été officiellement prouvé. Tarantino a délibérément laissé ce mystère sans réponse à l'écran, mais dans la version livre qui a suivi, il a tout clarifié. Dans le roman « Il était une fois à Hollywood », il y a une confirmation directe que Cliff a vraiment tué sa femme avec un fusil sous-marin, et d'une manière assez sanglante. Le harpon s'est planté juste en dessous du nombril et l'a coupé en 2. Bien sûr, Cliff a aussitôt regretté son geste, mais il a malgré tout fait passer l'incident pour un accident et a tenté d'échapper à ses responsabilités. Il a abordé l'affaire avec un sang-froid incroyable et un calcul presque psychopathe. Ce qui est fait est fait. Il n'avait pas l'intention d'aller en prison et ne se voyait même pas comme un criminel. Selon lui, tout est arrivé par hasard, l'instinct prenant le dessus à cause de la détente trop sensible. Billy était une vraie garce, personne ne la regrettera. Quoi? Tu ne me parles pas? Tu ne veux pas te disputer? Eh bien moi, j'en ai envie! Ainsi, le livre confirme que Boo est vraiment un tueur de sang-froid qui a échappé à la justice. Mais il est curieux de noter que ce n'est ni le premier ni le dernier meurtre dans sa biographie. Le livre décrit au moins 2 autres épisodes. Dans les années 50, il a abattu 2 bandits directement dans une pizzeria, et il l'a fait de manière démonstrative, en leur assurant qu'il ne lui arriverait rien pour cela, parce qu'il était un héros de guerre. Il leur a dit ceci: « Je parie tout ce que vous voulez que ça me passera, parce que je suis un héros de guerre, et vous deux, vous n'êtes que des déchets italiens dégénérés. » Quand les bandits ont protesté, il leur a tiré une balle dans la tête à chacun, puis 2 autres coups, même si ce n'était plus nécessaire. Après cela, il a tranquillement attendu la police et leur a raconté sa version des faits. Comme il l'avait dit, il s'en est sorti sans conséquence. L'histoire sombre suivante dans la biographie de Cliff concerne son chien Brandy. Son ami cascadeur, Buster Cooley, lui devait de l'argent. Un jour, il est venu voir Cliff avec Brandy, disant qu'il n'avait pas d'argent mais quelque chose de mieux. Un chien qui pourrait leur rapporter une fortune lors de combats de chiens. Et en effet, Brandy s'est révélé très doué et leur a apporté de nombreuses victoires. Cependant, un jour, Brandy s'est blessé et a commencé à perdre progressivement sa forme. Une récupération complète nécessitait du temps, mais Buster a élaboré son plan génial. Si on ne laisse pas le chien se rétablir, on peut être presque certain qu'il ne survivra pas au prochain combat. Puisque Brandy n'avait encore jamais perdu, personne ne parierait sur sa défaite. Et si on le fait nous-mêmes, le gain sera énorme. Mais pour le chien, ce combat sera le dernier. Cette idée a tellement indigné Cliff qu'une dispute a dégénéré en bagarre, où il a brisé la nuque de son ami. Mais ce qui l'effraie vraiment, c'est sa réaction suivante. Jusqu'à 2 heures du matin, il a regardé la télévision près du corps de Buster, puis a mis le cadavre dans le coffre, installé Brandy devant et est parti à Compton, où il a garé la voiture en laissant les clés sous le pare-soleil. Cliff Booth ne cherchait pas la bagarre sans raison, mais si les circonstances l'exigeaient, il agissait sans pitié et apparemment avec plaisir. Il est intéressant que le côté sombre de Booth reste caché presque jusqu'à la fin du film. Ce n'est qu'à la fin que le héros révèle sa nature meurtrière lors du célèbre affrontement avec la bande de Manson. En un instant, le cascadeur calme devient une machine à tuer impitoyable. Ici, Cliff Booth confirme sa réputation de tueur, mais cette fois, il est du bon côté. C'est là toute l'ironie. Cliff devient littéralement celui que tout le monde pensait déjà qu'il était. Un tueur, mais cette fois, ses actions sont socialement acceptées. Il s'avère que le héros tueur a enfin commis un meurtre justifié et a mérité la gloire. Ce point subtil incite à réfléchir sur la facilité avec laquelle héroïsme et cruauté échangent leur rôle.
L'image de Cliff Booth soulève une question importante. Que devient un homme habitué à la guerre et au meurtre lorsqu'il revient à la vie civile? Les acteurs sont nuls. Ils répètent ce qu'on leur écrit et prétendent tuer, tandis que des gens meurent réellement chaque jour au Vietnam. L'histoire compte de nombreux cas de héros de guerre devenus des parias en paix, incapables de s'intégrer à la société. D'un point de vue psychologique, tuer un semblable n'est pas un comportement naturel pour l'homme. Le lieutenant-colonel Dave Grossman, chercheur sur la psychologie des militaires, écrivait que la plupart des gens possèdent une barrière intérieure très puissante contre le fait de prendre la vie d'un autre être humain. Même à la guerre, de nombreux soldats évitent instinctivement de tuer l'ennemi. Selon les enquêtes menées pendant la Seconde Guerre mondiale, seulement environ 15 à 20% des fantassins tiraient réellement en direction de l'ennemi au combat. Après avoir pris conscience de cela, l'armée américaine a révisé son système de formation. Les soldats ont été formés pour surmonter leur aversion naturelle à tuer, grâce aux réflexes conditionnés, au tir sur des silhouettes humaines, à la simulation de combat et au renforcement positif immédiat après chaque tir. Les Américains ont fait en sorte que, durant la guerre de Corée, plus de la moitié des soldats tirent, et pendant la guerre du Vietnam, ce chiffre atteigne 95%. Autrement dit, les soldats étaient en fait dressés à tuer sans réfléchir, en atteignant leur cible de façon automatique. Cependant, une telle militarisation de la psyché a un revers. Grossman note que le prix à payer pour la suppression des blocages naturels a été un trouble de stress post-traumatique massif. Lorsque l'on apprend à un soldat à ne pas réfléchir à la valeur de la vie de l'ennemi, les conséquences se répercutent inévitablement sur sa propre psyché. De nombreux vétérans, de retour chez eux, font face à de graves problèmes émotionnels, à la culpabilité, l'anxiété, l'agressivité et l'aliénation. Selon les statistiques, près de la moitié des militaires ayant participé à des combats ont du mal à s'adapter à la vie civile. Dans une étude, 46% des vétérans ayant combattu ont jugé le retour à la vie paisible difficile. Vivre constamment sur ses gardes et sous adrénaline empêche de fonctionner normalement en environnement calme. Une personne peut avoir l'impression de ne pas trouver sa place parmi des gens qui ne partagent pas son expérience, et que les problèmes des autres paraissent insignifiants comparés aux questions de vie ou de mort auxquelles il était confronté chaque jour à la guerre. De là découlent quand des difficultés sociales et psychologiques. Les familles se déchirent, les anciens soldats souffrent souvent d'alcoolisme et de crises nerveuses. Certains recherchent des sensations fortes et tombent dans la criminalité. Il convient de souligner que la majorité des anciens combattants ne deviennent pas des criminels. Ils trouvent la force de s'adapter ou demandent de l'aide. Cependant, les statistiques révèlent un risque plus élevé de violence chez certains revenants de la guerre. Par exemple, chez les anciens combattants souffrant de troubles de stress post-traumatique ou troubles de stress post-traumatique, on observe un niveau beaucoup plus élevé d'agressivité domestique. Une étude sur les anciens combattants du Vietnam révèle que 33% des participants souffrant de troubles de stress post-traumatique ont admis avoir été violents avec leur famille l'année passée. Alors que parmi les anciens combattants sans troubles de stress post-traumatique, ce chiffre n'était que de 13,5%. Autrement dit, l'expérience traumatique du combat a presque triplé la probabilité de violence domestique. Dans l'ensemble, les anciens militaires sont plus souvent impliqués dans des crimes graves. Selon les données du Bureau des statistiques des États-Unis, 35% des anciens combattants purgeant une peine dans les prisons d'État ont été condamnés pour meurtre ou agression sexuelle, tandis que parmi les autres détenus, cette proportion était d'environ 20%. Ces chiffres ne signifient pas que le service militaire rend automatiquement une personne encline à commettre des crimes. Elles soulignent plutôt que les personnes ayant un passé de combattant portent souvent un fardeau psychologique unique qui, sans soutien approprié, peut conduire à des incidents tragiques. Les psychologues soulignent la dépendance à l'adrénaline de certains anciens combattants habitués à l'excitation du combat. Ces personnes ressentent un vide dans la routine paisible et cherchent inconsciemment des situations où elles peuvent à nouveau éprouver des sensations fortes. Que penses-tu d'un duel amical ? Excellente idée, Carlo. L'image de Cliff Booth s'intègre parfaitement dans cette problématique. C'est un soldat qui n'a jamais cessé d'être soldat, même si officiellement la guerre est terminée pour lui depuis longtemps. Tarantino montre en fait une situation, et si une personne avec les compétences et la mentalité d'un tueur vivait parmi nous sous le masque d'un gars charmant. Écoute, Larousse, je partirai quand même, et ça ne m'arrêtera pas.
Cliff ne souffre pas de syndrome de stress post-traumatique, il n'était pas tourmenté par des cauchemars, il ne sombre pas dans la dépression. Au contraire, la guerre l'a rendu totalement indifférent à la violence. Tuer lui semble aussi banal que réparer une antenne de télévision. Vous cherchez qui? Je suis venu faire le travail du diable. Non, tu avais un nom encore plus débile. Dans le livre, il y a un dialogue où Rick s'étonne du sang-froid de Cliff et lui demande comment il a réussi à poignarder 16 soldats ennemis au corps à corps. Booth répond de façon très simple. Il attaquait par derrière et poignardait l'ennemi jusqu'à la mort. Pour lui, c'était une simple routine. De tels épisodes complètent le portrait psychologique d'un homme habitué à tuer. Il n'est pas tourmenté par des dilemmes moraux et ne doute pas de la légitimité de ses actes. La plupart des anciens combattants ne deviennent pas des tueurs de sang-froid. Beaucoup luttent toute leur vie contre la culpabilité d'avoir tué ou de n'avoir pas sauvé quelqu'un. Ainsi, Cliff Booth incarne le soldat idéal ayant supprimé toute empathie. Les psychologues appelleront de tels traits de la dissociation, voire de la sociopathie. L'absence de remords, le charme, le calme et la capacité à recourir à la violence sans émotion. Change. Va te faire voir. L'image de Cliff invite à réfléchir au destin de ceux revenus de la guerre. Quel est le prix de l'héroïsme fondé sur la violence ? Que ressent un homme pour qui tuer est un métier ? Peut-il devenir un héros civil ou restera-t-il toujours un paria ? Je ne l'aime pas. À cause de lui, l'ambiance sur le plateau n'est plus la même. Mais c'est un héros de guerre. Merde. Tarantino ne donne pas de réponse directe, mais l'exemple de Cliff Booth montre qu'il y a un problème. Un héros de guerre dont les compétences sont indispensables au front devient trop dangereux dans la vie civile. La société peut les admirer ou être amis, comme Rick Dalton, mais il est peu probable qu'elle leur fasse totalement confiance. Au bout du compte, une question plane toujours autour d'une telle personne. Et s'il avait vraiment tué sa femme ? Cliff Booth est l'un des personnages les plus mémorables et controversés chez Tarantino. Il n'est donc pas surprenant que Brad Pitt ait reçu un Oscar pour ce rôle. D'un côté, c'est un hommage aux héros du passé, aux cascadeurs et aux travailleurs silencieux du vieux Hollywood. C'est aussi une réflexion sur la nature de la violence. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez qu'il s'agit de la 3e partie de l'analyse du film « Il était une fois à Hollywood » et de la 2e sur Cliff Booth. Si vous n'avez pas vu la première, regardez-la. J'y parle en détail du combat de Cliff Booth avec Bruce Lee et des personnes réelles qui ont servi de prototype pour le personnage. Et voilà qu'arrive ce petit gars d'environ 1m65, pieds nus, torse nu, en vieux jeans déchirés avec de longs cheveux sales. Il s'est présenté, Charles Manson. C'est comme ça que j'ai rencontré Charlie. Vous trouverez le lien vers cette vidéo sous la vidéo. Mais ne vous précipitez pas pour fermer cette vidéo. Vous vous souvenez de Brandy, la chaîne de Cliff ? Selon moi, elle est trop négligée dans les critiques, alors que sans elle, Cliff n'aurait peut-être pas réussi. J'ai donc choisi de lui consacrer une analyse dédiée. De plus, la vidéo est déjà prête et elle sortira littéralement quelques jours après cet épisode. Si vous ne voulez pas le manquer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous voyez cette vidéo après sa publication, elle est sûrement déjà sur la chaîne et vous savez où trouver le lien. Donc on ne se dit pas au revoir.